Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Euh, du coup, moi c'est Salomé, du coup, bénévole EndoMind, tout comme Chloé. Euh, donc ce soir, on se retrouve, c'était pour parler radiologie. Vous êtes radiologue, c'est ça? Oui, je suis radiologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Super. Formation longue, vous avez été formé par le docteur Éric Petit, me semble. Oui, alors oui, je suis radiologue dans le centre depuis 2018. Voilà, et donc j'ai eu un internat sur Paris où j'ai fait plusieurs centres et notamment formée par le docteur Petit sur l'endométriose. Très bien. Et du coup, niveau endométriose, enfin, vous avez appris beaucoup de choses, des choses spécifiques à l'endométriose, exprès pour la reconnaître tout de suite sur des images. En fait, c'est un examen qui demande un peu, enfin, c'est une pathologie qui demande un petit peu de pratique. Donc, et ça fait partie de la formation de radiologie. Quand on s'intéresse à l'imagerie de la femme, en fait, il y a plusieurs domaines d'imagerie. Et moi, c'était un domaine qui m'intéressait. Donc, quand on se concentre sur ce domaine-là, oui, ça fait partie de la formation d'interne de reconnaître l'endométriose sur l'imagerie pelvienne, que ce soit en D'accord. échographie ou en IRM. Oui. Et du coup, vous faites que de l'endométriose ou vous faites pas que spécialement ça? Je fais principalement de l'imagerie de la femme, mais je fais pas que ça. Je fais aussi de l'imagerie mammaire, de l'imagerie Hmm, digestive, de l'imagerie urologique. d'accord. Ouais, Et et du c'est coup, des dans éléments qu'on tout, peut retrouver dans l'endométriose aussi. ouais. Voilà. Et dans tout ce que vous voyez, il y a quand même un petit pourcentage d'endométriose. Enfin, c'est pas négligeable ou c'est. En fait, à l'hôpital Saint-Joseph, on a un centre d'endométriose qui fait qu'on a un recrutement très important d'endométriose qui représente la majorité de notre recrutement en imagerie de la femme. Donc, c'est Hmm, vraiment ce qu'on fait au quotidien. parfait. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent, mais on va normalement y répondre au cours de nos entretiens. Mais si vous voyez qu'on ne répond pas, vous nous relancez, mais normalement, tout est bon. On peut peut-être commencer par parler du premier examen le plus important pour diagnostiquer l'endométriose, celui qui a de première intention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, une échographie pelvienne, quelles sont les spécificités de l'échographie pelvienne pour l'endométriose? Et voilà, comme ça, on va essayer D'accord. de couvrir tous les sujets. Donc déjà, l'échographie, c'est l'examen à réaliser en première intention pour les syndromes douloureux pelviens chroniques, d'accord, pour rechercher notamment une endométriose. Donc c'est un examen qui se déroule en deux parties. En général, il y a une partie où on commence sur le ventre pour vérifier les cavités rénales, les cavités excrétrices des voies urinaires en fait, pour vérifier qu'il n'y ait pas de dilatation. Ensuite, il va y avoir une partie endovaginale, donc on met la sonde dans le vagin après avoir prévenu la patiente. Et là, en fait, c'est pour faire une analyse plus précise de la vessie, de l'utérus, des ovaires, des trompes et en arrière du rectum. D'accord. Donc, c'est un examen qui dure à peu près 10 à 15 minutes. En préparation, il est recommandé de réaliser un lavement au préalable. Certains radiologues n'en ont pas besoin, certains le préfèrent. Donc, selon le centre où vous allez, ce sera probablement spécifié avant l'examen. C'est un examen qui n'est pas douloureux normalement. Et voilà, donc c'est un examen qui est dynamique. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler au cours de l'examen au médecin qui vous examine et à dire s'il y a trop de douleur ou s'il y a quelque chose qui vous embête. C'est un examen qu'on ne réalise pas chez les patientes qui sont vierges, par contre. Dans ce cas-là, on peut faire qu'une voie suspubienne et l'échographie suspubienne, elle n'est pas contributive pour la recherche d'une endométriose. Donc, dans ce cas-là, il faudra faire un autre examen, il faudra faire une IRM pour rechercher une endométriose. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais aussi répliquer là-dessus, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément tout sur une échographie pelvienne. En plus de ça, des fois, il faut aller un petit peu plus loin. Alors, est-ce que vous arrêtez selon les cas, peut-être, selon si vous voyez déjà de l'endométriose avec une échographie, vous n'allez peut-être pas aller trop loin au niveau des examens, ou bien en général, vous recommandez quand même d'aller plus loin au niveau des examens? Alors, ça dépend. En fait, nous, comme on est un centre de référence, on considère que l'échographie qu'on fait, elle est suffisante pour la recherche d'une endométriose profonde.
D'accord. Et en fait, on recherche surtout à vérifier qu'il n'y ait pas de formes compliquées, de formes qui nécessitent une chirurgie urgente, notamment par exemple des formes qui sténoseraient le rectum, qui nécessiteraient une intervention digestive, ou une forme qui obstruerait les voies excrétrices urinaires et qui nécessiterait un geste chirurgical urologique. Donc déjà avec l'échographie en centre de référence, ces choses-là, elles vont être éliminées assez rapidement. Et quand on a l'habitude, l'examen est suffisant pour faire le diagnostic d'endométriose. Après, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, l'échographie et l'examen de première intention, on peut faire une IRM en deuxième intention si l'échographie n'a rien montré et qu'on a des signes qui évoquent une endométriose profonde. Voilà, ou si on ne répond pas au traitement médical. Voilà, si on a fait une échographie normale et que le traitement médical suffit à ce que la situation soit acceptable pour la patiente, il n'y a pas forcément d'indication à réaliser une IRM chez toutes les patientes. Voilà. Et après, il faut distinguer les échographies de première intention et les échographies en centre expert, où il est bien spécifié dans les recommandations que l'échographie en centre expert, elle peut se substituer à une IRM. Et dans ce cas-là, c'est le radiologue qui pourra déterminer les cas où il a besoin d'une IRM complémentaire pour compléter son examen. Par exemple, s'il a vu une image qui est atypique, il a besoin de caractériser, par exemple, sur un ovaire, si ce n'est pas une forme typique d'endométriome, on peut faire un examen. Si on suspecte une forme d'endométriose un petit peu plus latérale, par exemple, si on va avoir une dilatation des voies urinaires et qu'on ne trouve pas la cause à l'échographie, on va faire une IRM en plus. Si on a des signes un peu atypiques, des sciatiques ou des choses comme ça, on peut être amené à faire des examens en plus que l'échographie. Voilà. Et dans le cadre également des bilans préopératoires, on va réaliser une IRM en plus de l'échographie pour vraiment apporter tous les éléments aux différents médecins et chirurgiens qui pourront intervenir. Voilà. Oui, l'idée, c'est ça, c'est de faire la cartographie la plus claire possible de toutes les lésions, de toutes les atteintes. Ensuite, au niveau de la chirurgie, ça soit la chirurgie les chirurgiens puissent être les plus précis dans leurs gestes. Et donc, du coup, vous avez beaucoup parlé d'endométriose profonde. Pour tout ce qui est des lésions superficielles, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Est-ce que c'est visible à l'échographie? Alors, l'endométriose superficielle, donc c'est les cellules de l'endomètre qui sont autour des organes, qui ne les ont pas envahis. Donc, ce sont des petits amas de cellules qui sont programmés génétiquement pour saigner à la période des règles, qui peuvent donner des douleurs très importantes, même si les atteintes en imagerie sont très limitées, voire absentes. D'accord. On sait que l'endométriose superficielle, elle est pas toujours détectée, que ce soit en échographie et en IRM. Voilà. Ça peut être source de frustration un petit peu, de dire peut-être qu'on a une endométriose mais on n'est pas sûr et tout ça. Mais c'est une forme qu'on n'opère pas en fait. Donc le but aussi des examens, c'est d'éliminer les formes compliquées, les formes qui nécessitent une chirurgie, un geste, voilà. Mais toutes les endométrioses ne vont pas être opérées et donc on n'est pas forcément toujours dans ce schéma-là. D'accord. Même la majorité des patientes qui ont de l'endométriose ne seront pas opérées. Donc, l'endométriose superficielle, donc, on peut l'avoir en échographie, on peut l'avoir en IRM, mais on sait qu'on n'est pas très sensible pour la détecter. Et ça va être plutôt l'examen clinique, la réponse aux traitements hormonaux, qui pourra nous donner les éléments pour poser ce diagnostic aussi. Après, dans certains cas, elle est constatée chirurgicalement au cours de célioscopie, lorsque une indication a été posée. Donc, ça se présente comme des petits implants bleutés à la surface des organes, sur l'enveloppe qui entoure les organes, qui est le péritoine. Voilà. Et du coup, dans l'idée, une jeune fille qui se plaint de douleurs importantes, qui a des saignements importants, on lui propose de faire, le médecin généraliste ou la sage-femme propose de faire une échographie. L'intérêt est de faire une échographie peut-être avec des personnes qui connaissent l'endométriose pour que cet examen puisse valoir quelque chose. Mais sinon, c'est quand même l'échographie qui est la première intention pour être sûr et pour que tout le monde soit bien clair par rapport à ça. Oui, et c'est ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est de faire une échographie en première intention. Voilà. Mais peut-être plus en centre expert, justement, comme l'a dit Anne-Marie, parce que
parce qu'on ne peut pas forcément avoir une échographie vraiment efficace n'importe où. Enfin, là, dans ce que si vous n'avez pas accès à... comme je vous ai dit, la première échographie, elle a été négative et que les symptômes évoquent une endométriose profonde, par exemple, dans ce cas-là, on peut prescrire une IRM. Si vous n'avez pas accès à un centre rapidement, enfin, voilà. Bon, on va parler de l'IRM, mais pour être vraiment tout à fait au clair, vous nous avez dit que c'était un examen où il fallait arriver détendu et qu'il n'y avait pas forcément de choses à faire à part le lavement dans certains des cas. Est-ce que, par exemple, il y a des précautions à prendre? On sait que dans certains cas, il faut boire beaucoup avant une échographie. Est-ce que là, c'est le cas? Est-ce que c'est important? Alors non, la plupart du temps, on le fait vessie vide. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir bu avant de venir. C'est pas nécessaire. Et le lavement, ça dépend aussi si les personnes jeûnent ou expliquez-nous un tout petit peu plus. Il y a des soupçons d'endométriose profonde ou digestive ou... Alors, le lavement, il est à faire pour normal. Ça dépend des centres, mais si c'est un centre où on fait des lavements, c'est pour toutes les échographies, pour suspicion d'endométriose. Le but du lavement, c'est de vider en fait l'ampoule rectale pour qu'on puisse analyser au mieux les parois du rectum. Donc, il ne va pas y avoir de sonde qui va être mise dans votre rectum. C'est vraiment parce qu'on met la sonde dans le vagin et que le vagin est tout à côté du rectum qu'on peut l'analyser s'il est bien vide. En fait, si l'ampoule rectale est remplie de matière, il peut y avoir des fausses images et il peut y avoir en fait des artefacts qui peuvent nous masquer, Donc pour nous c'est plus simple de procéder comme ça. On peut y arriver sans. Certains radiologues experts n'en ont pas besoin. Donc c'est aussi une histoire d'expérience et d'habitude. Mais voilà, le but de ça, c'est de faire ce lavement. On sait que c'est contraignant, mais ça apporte quand même une amélioration de la sensibilité pour la détection des atteintes profondes rectales. Voilà. Du coup, quand l'échographie ne suffit pas, on passe à l'IRM. Comment vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi l'imagerie par IRM est plus performante et permet de voir mieux les choses? Est-ce qu'il y a différents types d'IRM? Est-ce qu'il faut choisir son IRM qui va mieux ou moins bien voir? Comment ça se passe? Non. Alors, donc l'IRM, il y a plusieurs types d'IRM, mais plusieurs puissances du gradient du champ magnétique, mais les deux seront suffisants pour le diagnostic d'une endométriose. Il y a certaines séquences qui sont à réaliser, mais ça c'est l'affaire du radiologue qui fait l'examen, donc c'est lui qui décide des séquences qu'il va réaliser. Alors pour reprendre vos questions, vous pouvez me répéter, vous avez posé plusieurs questions en même temps. Donc l'idée c'est que vous nous expliquez-nous comment ça se passe. Voilà. Alors donc l'IRM, vous allez être accueilli par un manipulateur qui va vous vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication à l'examen. Donc vous ne soyez pas actuellement enceinte, que vous n'ayez pas de matériel métallique, notamment dans le corps, de pacemaker ou de valve cardiaque ou de choses comme ça. Ensuite, il va probablement vous injecter un produit, soit vous administrer, certains cas c'est par voie orale, certains cas c'est par voie intramusculaire ou intraveineuse, un médicament qui diminue le péristaltisme digestif, donc qui diminue les mouvements du tube digestif pour essayer d'avoir le moins d'artefacts de mouvement dans le ventre. Donc, on recommande aussi d'être à jeun pour cet examen, si possible. Et on va aussi mettre une sangle sur l'abdomen pour diminuer les mouvements du tube digestif qui peuvent artefacter nos images, qui sont très sensibles au mouvement, en fait. Donc, ça aussi, c'est une question d'habitude. Il y a certains radiologues qui ne le font pas. Donc, c'est en fonction de votre centre que ça va vous être précisé sur votre convocation, si c'est nécessaire pour le radiologue qui va réaliser l'examen. Donc, ensuite, on vous installe dans la machine. Vous êtes allongé. Et c'est une machine qui fait beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'échauffement. Voilà, ça dure moins de 15 minutes. Et une dizaine de minutes à peu près. Et après, vous ressortez, vous vous rhabillez et probablement que le radiologue vous dira un mot pour vous donner vos résultats. Alors, dans certains cas, il y a quelque chose qui s'appelle le balisage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, le balisage, ça veut dire qu'on met en général du gel échographique, donc quelque chose qui est très liquidien, qui se voit bien nous sur nos images, à l'intérieur du vagin ou à l'intérieur du rectum ou les deux. Donc ça aussi, c'est une affaire de centre et de pratique locale.
dans notre hôpital, nous, on ne le réalise pas. Il est pas recommandé comme pour être réalisé de manière systématique, mais dans certains cas, pour certains, ça améliore leur analyse, notamment quand on a un peu moins l'habitude, ça peut aider pour certains. Donc, ça va être une affaire de centre, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de systématique. Donc, on va en fait remplir le vagin avec, on va mettre quelque chose un peu liquide, un peu comme du gel. Voilà. C'est la patiente qui va faire ça elle-même? Oui. Oui. En fait, c'est des espèces de seringues pré-remplies à usage unique qu'on s'injecte juste avant. Voilà. Donc, il faut peut-être, pour des questions techniques, penser à apporter une serviette hygiénique pour pouvoir être tranquille en sortant de l'examen. Voilà. Et pour l'IRM, c'est comme pour l'échographie, c'est recommandé d'avoir fait un lavement aussi avant pour que l'ampoule rectale soit vide pour exactement les mêmes raisons. Faire mieux analyser les parois digestives qui ne seront pas distendues par des matières qui pourront également être à l'origine de fausses images. Voilà. Nous, on préfère faire ça que le balisage, faire le lavement plutôt que le balisage. Peut-être juste préciser pour les abonnés que, en général, de toute façon, quand il y a des examens de la sorte, les médecins prescripteurs fournissent les ordonnances avec les produits, le lavement à aller chercher en pharmacie avant pour faire cette préparation à domicile et être prête pour l'examen. Voilà. Alors après, on peut peut-être dire aussi que certains produits de contraste vont créer des petits troubles au redémarrage du système. Donc c'est vrai que des fois, en attendant un peu les résultats, on se retrouve à être pas très bien. Certaines personnes, on dit qu'elles vomissent, d'autres qu'elles sont pas très à l'aise. Il y a des personnes qui ressentent aussi des effets de bouffées de chaleur importantes quand l'intestin redémarre en fait. Exactement. Donc c'est vrai que voilà, en fait, quand vous êtes à jeun et qu'on vous met ce médicament qui modifie le métabolisme du glucose, il peut y avoir une phase un peu d'hypoglycémie et du coup des crampes, des douleurs, des malaises, des sueurs froides et tout ça. Donc, c'est bien d'avoir quelque chose à manger, à prendre juste après l'examen quand vous avez terminé, que vous êtes habillé. Vous pouvez manger quelque chose comme ça permet de diminuer un petit peu ces effets. Voilà. Si vous êtes accompagné aussi, c'est mieux parce que certaines peuvent faire des malaises. Donc, c'est vrai que de conduire après, c'est pas forcément l'idéal. Donc, si vous pouvez être accompagné, c'est mieux pour rentrer. Voilà. Et après, ça peut durer plusieurs heures après l'examen. C'est pas quelque chose de grave. Voilà. Si ça va vraiment pas, vous pouvez rappeler bien sûr le centre dans lequel vous avez passé votre examen pour notifier vos symptômes et voir si tout est normal. Mais voilà, on sait que ça peut durer quelques heures après l'examen. Voilà. Et c'est assez désagréable effectivement. Et après, par contre, donc pour l'échographie, on a les résultats immédiatement puisque la personne fait l'examen avec nous et nous dit les choses en temps réel, on va dire. Pour l'IRM, parfois, le radiologue n'est pas, on ne voit que le manipulateur, le radiologue est à côté ou est ailleurs. Comment ça se passe? On attend les résultats longtemps? Donnez-nous votre expérience à vous, mais comme ça permettra d'en discuter. Alors ça, c'est aussi une histoire d'organisation locale. Dans certains centres, tous les patients sont vus pour expliquer les résultats et répondre aux questions. Dans d'autres, l'interprétation peut prendre un petit peu plus de temps ou être des fois un petit peu différée et vous avez du coup vos comptes rendus qui vous sont transmis par courrier ou par informatique. Mais c'est tout le temps transmis aux patients et pas aux médecins généralistes. Oui, et après, tous les comptes rendus sont transmis aux patients directement. Oui. Après, quand vous consultez dans un hôpital, tout est en réseau, donc les praticiens y ont réussi accès. Et il y a même en ville, il y a de plus en plus de réseaux informatiques où les résultats sont transmis systématiquement par informatique aux prescripteurs. Donc il y aura les deux, mais en tout cas, le patient doit avoir des résultats et voilà. À un moment donné, soit immédiatement, soit par écrit. Salomé, on voulait parler d'autres examens aussi. Après ces deux particulièrement importants, on voulait aussi voir d'autres possibilités d'examens qui existaient dans l'endométriose. Oui. Par exemple, je sais pas trop, après, au-delà de l'échographie pelvienne et l'IRM, ce que vous êtes amené à relire comme type d'image. Et c'est vrai qu'il y a aussi le coloscanner à l'eau qui existe pour, alors,
Je pense, moi, de mon propre vécu, on va dire que c'est pour le digestif. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus? Alors, le coloscanner à l'eau. Alors, c'est un examen de troisième intention, d'accord? Donc, ça n'est pas à faire pour rechercher une endométriose. C'est un examen qui est prescrit chez des patientes pour qui on a suspecté ou si on a authentifié une atteinte digestive. Et la plupart du temps, quand il y a une indication chirurgicale, pour faire vraiment le bilan de l'ensemble du côlon et pour être sûr qu'il n'y ait pas plusieurs lésions. Parce que dans la littérature, il y a à peu près 30% de multifocalité. Donc, quand on a par exemple une atteinte du rectum, on peut avoir une atteinte du carrefour et la dernière anse grêle. Et donc, cette partie-là, elle n'est pas très accessible à l'échographie. Elle peut être visible à l'IRM, mais pas toujours en fonction. On n'aura pas une étude exhaustive du tube digestif. Donc, dans ces indications précises, on peut faire un coloscanner. Donc, c'est un scanner. Donc, il va y avoir des rayons X, il va y avoir une injection de produit de contraste iodé. Il va y avoir une préparation. Il faut être à jeun, avoir fait un régime sans résidus, voilà. Avoir bu 4 litres de solution laxative. Et le jour de l'examen, on met une canule au niveau du rectum et on remplit avec de l'eau. Donc juste pendant le temps de l'examen, ça dure pas très longtemps, mais effectivement c'est pas agréable et après du coup l'eau elle va être évacuée, donc vous avez quand même une bouée pour recueillir l'eau qui va sortir et après vous pouvez aller aux toilettes après l'examen pour vous nettoyer, évacuer on va dire tout simplement. Donc c'est un examen qui est plus intrusif, qui n'est pas à faire en première intention et qui est vraiment dans des indications précises. Voilà. Oui, avec des douleurs précises et avec des atteintes digestives dont on essaye de connaître l'ampleur complète. Voilà, en fait, c'est-à-dire s'il y a une chirurgie qui est envisagée, encore une fois, toutes les patientes qui ont une endométriose ne vont pas être opérées, mais dans le cas où elles vont être opérées, les questions qui est posées souvent, c'est de savoir où sont toutes les atteintes pour ne pas qu'il y ait de récidive. Parce que si on n'enlève qu'une partie, la plupart du temps, ça va revenir. Donc, il faut vraiment être sûr qu'on n'ait vraiment qu'une atteinte digestive et qu'on ne soit pas dans ces 30% où il y a plusieurs atteintes digestives. Et dans ce cas-là, le chirurgien aime savoir avant où sont les atteintes pour planifier au mieux sa chirurgie. Oui. Du coup, pour continuer sur le digestif, tant qu'on y est, il y a quand même un examen un peu moins intrusif, c'est l'endoscopie digestive, écho-endoscopie rectale. D'accord. Ça, est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Écho-endoscopie rectale, c'est également un examen de troisième intention qui va être prescrit dans les mêmes indications. Donc, c'est dans le cadre des atteintes rectales suspectées ou authentifiées sur une échographie ou une IRM pour les patientes qui vont être opérées. Le but de cet examen, c'est de vérifier, de prendre bien ces mesures et de voir à quel point elle infiltre les parois du rectum, parce que ça va impacter le type de technique du chirurgien. C'est un examen qui est fait par un gastro-entérologue, donc moi j'en ai pas l'expérience, mais c'est un examen qui est fait par un autre type de médecin. Voilà. Oui. Mais ensuite, donc la sonde va être dans le rectum et voilà, et on le fait pas. Normalement, c'est un examen qui n'est pas douloureux voilà, mais qui est plus intrusif et qui est fait dans des indications spécifiques. Voilà. Oui. Dans le but d'être opéré de toute façon. Exactement. C'est dans une démarche de patient qui est dans un bilan préopératoire. Voilà. Chloé, qu'est-ce que tu vois comme autre examen peut-être? On a un peu couvert tout ce qui était sphère digestive. Après, il y a des examens plutôt pour la sphère urologique et puis peut-être aussi par rapport au trompe. Est-ce que vous pouvez nous en parler, par exemple, de l'hystérosalpingographie? Alors, l'hystérosalpingographie, c'est un examen dans lequel on injecte un produit, on va cathétériser le col utérin et on va injecter sous pression un liquide dans le but de faire passer le liquide dans les trompes et voir si elles sont perméables, si elles ont des sténoses, si elles sont dilatées. Donc ça, c'est dans le cadre des bilans d'infertilité.
D'accord. Et donc on recherche, c'est un examen qu'on n'effectue pas non plus en première intention, et c'est vraiment juste dans le cadre dans le cas particulier des patients qui ont de l'endométriose avec une infertilité, qui vont être prises en charge en consultation de PMA, parce que dans certains cas il va y avoir une indication de résection de trompe, ou si une trompe est pas fonctionnelle, ça peut gêner les procédures de PMA. Donc ça également, c'est quelque chose qui se discute en réunion pluridisciplinaire, et c'est pas un examen de première intention. C'est un examen qui peut être douloureux, voilà, qui n'est pas agréable, voilà. Mais dans certains cas, il peut déboucher les trompes quand il s'agit juste d'une petite adhérence. Ça peut améliorer après la perméabilité des trompes. Voilà, ça peut être diagnostique, et dans certains cas, ça peut aussi améliorer. Dans ce cas-là, ça peut directement aider la fertilité, en fait. Voilà. On a vu, quand on a essayé de rechercher un peu ce qui existait, on a entendu parler de ce qui pouvait être des scanners pelviens et tout ça. Est-ce que vous faites encore ce genre d'examen, ou maintenant on considère que le scanner est plus nécessaire et on passe vraiment uniquement par l'IRM? Alors, il y a pas d'indication pour la réalisation d'un scanner pelvien dans la recherche d'endométriose. Non, il y a pas d'indication. Ça va être juste si on pense à d'autres pathologies. Peut-être qu'elles pourront être explorées par un scanner en fonction de ce que le médecin peut suspecter. Mais notamment dans le cadre de l'urgence, ça peut être un scanner qui est réalisé pour rechercher une complication dans le cadre des surinfections, des torsions, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout un examen à faire dans le bilan d'un diagnostic habituel. Voilà, ça fait pas partie de la gamme de ce qu'on va utiliser. Et donc, par contre, si vous faites des uroscanners pour vérifier au niveau urinaire, ou on considère que ça va être prescrit également en troisième intention quand on a des formes d'endométriose qui obstruent l'écoulement de l'urine, en fait, qui obstrue le tuyau qu'on appelle l'urtère, qui relie le rein à la vessie. Et donc, quand il est sténosé par l'endométriose, on veut savoir exactement à quel niveau, sur quelle hauteur, est-ce que c'est un kyste qui comprime, est-ce que c'est une atteinte des paramètres fibreuses qui empêche. Et donc ça va se faire également dans le cadre d'un bilan préopératoire pour aider à donner toutes les informations nécessaires au chirurgien urologue pour planifier son geste. Voilà. D'accord. Donc, en fait, si on résume tout, l'intérêt, c'est donc de commencer par une échographie, d'avoir une prescription pour une échographie, pour pouvoir la faire dans un centre qui connaît l'endométriose ou avec un radiologue qui connaît l'endométriose. Nous, on a l'annuaire de Mapato qui permet de recenser des personnes qui connaissent l'endométriose. Donc, c'est vrai que ça peut être une des pistes. Sinon, vous disiez tout à l'heure des centres experts qui connaissent l'endométriose pour faire directement l'examen avec quelqu'un qui s'y connaît. Je sais que la fonction de relecture de l'échographie n'est pas possible, mais par contre, ça fonctionne beaucoup avec les IRM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup, juste très rapidement, pour les IRM, si vous voulez que votre examen il soit relu, il faut que vous ayez le CD avec les images. Et dans ce cas-là, soit ça va être relu dans l'hôpital où vous allez aller, peut-être que dans le centre où vous allez aller, celui qui va vous faire l'échographie pourra relire une IRM qui a été faite antérieurement. Il y a également des sites d'avis qui permettent de faire des relectures par des médecins spécialisés si vous n'avez pas accès physiquement à un médecin qui pourra relire cet examen si vous souhaitez. Voilà, s'il y a une discordance entre les symptômes et ce qu'ont donné les examens de première intention, échographie puis IRM, une relecture peut être proposée en deuxième intention, et ça fait partie également de ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Voilà. Ça permet du coup d'avoir accès, par exemple avec le site Deuxième Avis avec lequel nous avons un partenariat, ça permet à tout le monde d'avoir accès à une personne, un spécialiste de l'endométriose qui du coup va faire une relecture qui pourra faire foi et dire oui, voilà, il y a vraiment quelque chose, et ça peut permettre ensuite de démarrer des parcours de soins qui ont été un petit peu plus longs à démarrer que prévu, en ayant été faits par des personnes qui n'avaient pas forcément l'œil avisé pour l'endométriose. Tout à fait.
Oui. Donc voilà, je crois que l'idée principale, c'est de pouvoir trouver quelqu'un qui connaît l'endométriose et ensuite de suivre les différentes, la différente progression des examens pour avoir le plus d'informations possible, sachant que la cartographie des lésions permet, dans les cas d'opération, de savoir comment opérer et où opérer, mais peut permettre aussi de savoir tout simplement où en est l'endométriose pour pouvoir faire des bilans réguliers. Du coup, voilà, peut-être pour terminer, à quelle date vous conseillez de refaire des IRM? Est-ce qu'on fait des IRM de vérification? Est-ce qu'on en fait un tous les ans? Est-ce que Bilan, comment? Alors, il y a pas d'intérêt à faire des examens systématiques dans le suivi de l'endométriose si les patientes sont traitées et si elles sont équilibrées et que qu'il n'y a pas de douleur anormale, d'événement anormal. Si la patiente a eu un diagnostic, qu'elle a un traitement et que tout va bien, on ne va pas refaire des examens systématiques juste pour voir. En fait, il n'y a pas d'intérêt. Oui. Juste à faire une fois par an, ça va pas, ça n'est pas recommandé. Après, il y a des patientes qui ont une endométriose qui est diagnostiquée et qui ne prennent pas de traitements hormonaux ou qui prennent d'autres types de traitements. Dans ce cas-là, on peut faire des examens de contrôle au moins dans les premières années. La plupart enfin, on n'a pas beaucoup de données sur l'évolutivité de l'endométriose. Il y a des patientes qui ont des formes d'endométriose qui vont rester la même tout au long de leur vie, qu'elles aient ou pas un traitement. Il ne va pas y avoir d'aggravation majeure, en fait, qu'elles aient ou pas un traitement. Et le but des traitements, c'est d'améliorer leurs symptômes. Voilà. Il y a d'autres patientes qui ont une forme d'endométriose qui peut grossir qui peut s'aggraver avec le temps et augmenter, avoir plus de lésions. Donc voilà, chez ces patientes-là qui n'ont pas de traitement et on préfère du coup faire quelques examens. Il n'y a pas vraiment de recommandation pour dire le rythme. Vous le verrez avec votre médecin qui vous suit. On peut dire à peu près 18 mois, mais c'est assez aléatoire. Il n'y a pas vraiment de recommandation pour ça. Pour être sûr que vous ne soyez pas dans une forme qui soit évolutive et si on voit des lésions apparaître, elles peuvent poser l'indication d'autres traitements. Et dans ce cas-là, on peut faire des examens un petit peu plus réguliers. Voilà, surtout pour les patients qui sont en début. Parce qu'on sait que l'endométriose, c'est quelque chose qui évolue pendant toute la période d'activité génitale, à partir du moment où on a les règles jusqu'à la ménopause. Donc, si on est plutôt dans le début de cette phase-là et qu'on n'a pas de traitement, il vaut mieux peut-être faire quelques examens les premières années pour être sûr qu'on ne soit pas dans quelque chose d'évolutif. Après, l'évolution de l'endométriose, la plupart du temps, c'est quelque chose de lent. Il n'y a pas de chose brutale. Donc, on peut se donner aussi un peu de temps. Voilà. Ok. Bon, il y a une question qui dit enfin, il y a une personne qui dit qu'on lui a conseillé d'aller à Saint-Joseph et on lui a refusé un rendez-vous car elle n'était pas prioritaire. Ça fait 1 an et demi et toujours rien. Je pense que c'était sûrement lié à la crise Covid parce que je crois pas que vous ayez enfin, vous refusez pas les gens. C'est un peu compliqué de vous sélectionner. En fait, il y a un secrétariat qui centralise les demandes pour les examens d'endométriose. Et il y a différentes choses. Il y a avoir accès à un chirurgien, une consultation avec un chirurgien ici, avoir accès à d'autres types de praticiens qui ne sont pas chirurgiens et avoir accès aussi à des examens de radiologie. Donc, pour les examens de radiologie, on refuse pas les patients, c'est juste qu'il y a beaucoup d'attentes parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut venir et mais il n'y a pas de critères pour dire que vous n'êtes pas éligible à avoir un examen dans le centre. Voilà. Après, on pourra peut-être vous dire que vous ne pourrez pas avoir une consultation avec un médecin spécialisé pour les traitements, par exemple, avoir un rendez-vous avec un chirurgien. Si on a relu votre dossier et qu'on voit qu'il n'y a pas d'indication à une chirurgie, on va plutôt vous orienter vers le réseau, un réseau ville-hôpital, avec aussi des praticiens qui sont très bien en ville et qui connaissent très bien l'endométriose, qui pourront tout à fait vous prendre en charge. Voilà, parce qu'il y a aussi, le réseau Resendo. Voilà, il y a le réseau Resendo qui permet de répartir les patientes à la fois en ville et à l'hôpital en fonction du degré de leur atteinte et du type de traitement qui est proposé. La prise en charge est différente et elle peut très bien se faire en ville. Voilà. Mais il y a de l'attente pour les examens d'imagerie, mais il n'y a pas de critères pour être éligible ou pas à avoir un examen
à l'hôpital. Tout le monde y a droit. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on a, enfin, tu as d'autres questions, Salomé? Est-ce qu'on a, Ben, je pense que on on a a en revue tout ce qu'on a eu, j'espère. Merci beaucoup. Donc, du coup, Madame Tardivel, Anne-Marie, vous étiez très intéressante et je pense que ça vous a permis d'éclaircir beaucoup de choses pour tout le monde. Donc, voilà, ça nous aide beaucoup. Merci. Et avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.